Bonjour à toutes et à tous. Juste, normalement, les collaborateurs de députés ne sont pas autorisés dans les auditions. Je suis désolée, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui le docteur Boïc et messieurs Froissart-Ritier, membres de l'inspection des affaires sociales et auteurs du rapport qui va nous occuper dans l'heure à venir. Non, je viens de dire la même chose à nos collègues. Les collaborateurs n'assistent pas. C'est une règle qui avait été définie. Je suis désolée. Voilà, merci. Donc nous recevons aujourd'hui le docteur Boïc et messieurs Froissart-Ritier, membres de l'inspection générale des affaires sociales et auteurs du rapport qui nous occupe. L'IGAS a été saisi en juillet dernier par le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe Combe, à la suite de plusieurs signalements et du décès d'une fillette dans une crèche, afin de mener une mission d'évaluation des processus et des mesures mises en œuvre afin de garantir la sécurité et la bientraitance des enfants accueillis en crèche. Vous avez mené une enquête et avez remis votre rapport intitulé « Qualité et prévention de la maltraitance dans les crèches » le 11 avril dernier. Nous avons été nombreux à nous émouvoir des conclusions de ce rapport, j'y reviendrai, mais il me semblait opportun que notre délégation puisse vous entendre et je vous remercie de votre présence aujourd'hui. À ce stade de mon introduction, je tenais à saluer l'engagement des professionnels de la petite enfance qui font ou tentent de faire au mieux leur travail pour assurer le développement de ces enfants dans leurs premiers mois de la vie et je pense qu'il faut leur apporter notre soutien. Il me faut également préciser que les crèches sont très majoritairement opérées soit par des opérateurs privés, soit par des auteurs territoriaux, l'État intervenant comme financeur, parfois formateur, plus rarement comme ordonnateur. Je pense ici aux crèches AVIP portées par la CAF. J'ai particulièrement noté la réaction de l'AMF reprenant votre préconisation d'amélioration de la formation. C'est évidemment une solution à mettre en œuvre en coordination avec les régions, mais du coup, prendra un peu de temps. Y a-t-il des solutions rapides que vous pourriez préconiser sur ce sujet? Il nous faut également entendre que la présence de crèches est très souvent un argument de campagne électorale. Je pense que nous avons collectivement une responsabilité, car ces promesses engagent, et il importe de les mettre en œuvre, car c'est un gage de dynamique d'un territoire. Mais dans le temps, il faut aussi les entretenir et les pérenniser. Dès lors, confier la mise en œuvre opérationnelle des crèches à des opérateurs devient tentante. Cela évite un accroissement de personnel et permet une souplesse accrue dans la gestion avec les écueils que l'on connaît, que l'on constate. Vous établissez dans votre rapport un constat critique sur cet accueil et mettez l'accent sur les besoins de l'enfant. Je vous cite, « La logique quantitative d'accroissement de l'offre a devancé les objectifs qualitatifs pour une réponse adaptée aux besoins de l'enfant. Dès lors, il nous faut nous interroger. Comment trouver l'équilibre entre cet accueil de qualité et la nécessité d'accroître l'offre? À la question des taux d'encadrement, vous apportez une réponse limpide, indiquant ces normes doivent être considérées comme un plancher réglementaire, permettant d'assurer la sécurité et non comme un optimum. Pour rappel, on parle de 1 professionnel sur 5 enfants qui ne marchent pas ou 1 pour 8 pour les enfants qui marchent. Ceci pour des questions de sécurité. Votre proposition de changer ce paradigme pour regarder ces taux d'encadrement en termes de qualité me paraît plus que nécessaire. D'ailleurs, d'autres pays européens ont défini d'autres normes d'encadrement. Si vous avez d'ailleurs des conseils, nous serons ravis de les entendre. Vous insistez également sur la qualification insuffisante des personnels. Dès lors, comment parvenir à des standards de qualité élevés et à même d'assurer l'épanouissement de ces enfants? Vous recommandez de renforcer les contrôles et d'utiliser le financement comme un levier en mettant en place des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Cela peut sembler pertinent, mais doit nous interroger. En cas de non ou de mauvaise exécution d'un CEPOM, quelles seraient les conséquences pour les enfants? Au-delà de ces 2 sujets, j'aurais 2 questions qui portent sur la démocratie interne des crèches. Tout d'abord, vous avez eu l'opportunité de vous interroger ou d'interroger. Avez-vous eu, l'opportunité de vous interroger ou d'interroger sur la présence des conseils de crèche obligatoires et d'autre part sur la présence des parents dans ces conseils? Sauriez-vous également indiquer à la délégation si vous avez connaissance de contrôle de ces établissements opérés par la PMI et leur nombre?
Ce constat de déficit de contrôle fait écho au même constat que l'on peut porter côté EHPAD et établissement pour enfants. D'ailleurs, ce matin, un journal satirique dénonce le fait que certains départements aient recours à des cabinets privés, à qui on donne notamment accès aux données médicales des enfants, pour effectuer ces contrôles. L'ordonnateur, on le voit, ne peut pas être en même temps prescripteur et contrôleur. Je plaide donc pour une instance de contrôle d'État dans tous ces établissements. Quel serait votre sentiment sur ce projet? Dernier élément de questionnement, avez-vous connaissance de situations problématiques concernant l'accueil d'enfants en situation de handicap? Et enfin, il nous faut également préciser que la délégation a auditionné les représentants des syndicats et fédérations des professionnels de la petite enfance qui ont dressé le même constat. Un manque de personnel, un problème d'attractivité du métier et une formation insuffisante. Mesdames et messieurs, avant de passer la parole à mes collègues, vous proposez 38 recommandations, outre les sujets précis sur lesquels je vous interroge, et au-delà du chapitrage thématique de votre rapport, pourriez-vous distinguer celles que vous considérez comme prioritaires et comment peuvent-elles être déclinées? Je vous remercie et je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Nous allons présenter quelques-uns des aspects saillants de nos conclusions et nous essaierons au fur et à mesure de répondre aux questions que vous nous avez adressées dans votre présentation liminaire. En effet, pour le rappeler, nous avons analysé et envisagé dans ce rapport tous les facteurs qui pouvaient concourir à la qualité d'accueil dans les établissements. Et pour préciser sur le plan méthodologique, ces critères de qualité, nous les avons pris très au sérieux, dans le sens où, s'agissant de jeunes enfants, on ne peut pas considérer que les critères de qualité sont de simples critères d'agrément, de confort, de qualité de service, comme ça pourrait l'être davantage pour des établissements pour les adultes. En l'occurrence, nous nous situons bien sûr dans la période des 1000 premiers jours, où la plasticité cérébrale des enfants est extrêmement importante, et par conséquent, quand les critères de qualité se dégradent, eh bien, les effets sur le développement des enfants, aussi bien sur le plan de la sécurité affective, du développement moteur ou cognitif, peuvent être extrêmement importants. Et par conséquent, pour le dire de façon un petit peu claire, en raison d'une insuffisance de personnel, de taux d'encadrement, en raison des contraintes de gestion, un enfant de moins d'1 an ou de moins de 2 ans est conduit à rester en pleurs à de nombreuses reprises pendant des durées importantes, sans que des professionnels puissent venir l'entourer ou prendre soin de lui, eh bien, ce sont des conséquences qui peuvent être importantes sur le développement. Ces critères de qualité, nous les avons envisagés à partir de la littérature scientifique et des consensus qui existent actuellement à l'issue de plusieurs décennies de recherche sur le jeune enfant, qui ont profondément infléchi, bouleversé la compréhension que l'on pouvait avoir des besoins du jeune enfant et de son fonctionnement à la fois cérébral, sensoriel. Et le premier constat que nous avons dressé, c'est qu'il y avait un écart très important entre les conclusions de la recherche, le consensus scientifique qui existe aujourd'hui sur les besoins du jeune enfant, et la façon dont la politique publique avait été construite et ce qu'on constatait comme pratique dans l'accueil du jeune enfant. Par conséquent, ce qui est vraiment structurant pour nous, qui est un peu le fil rouge de notre rapport, c'est en effet qu'il faut mettre les besoins de l'enfant et l'intérêt de l'enfant comme un objectif prioritaire de cette politique publique. La politique publique s'est construite comme une réponse aux enjeux d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comme objectif de plein emploi, et ce sont des objectifs tout à fait légitimes, évidemment, pour permettre aux parents de travailler, mais les besoins du jeune enfant n'ont pas été véritablement pris en compte d'une façon suffisante dans la construction de cette politique. C'est donc un aspect que vous rappeliez dans votre propos liminaire. C'est en cela que nous indiquons que les objectifs ont été portés sur l'aspect quantitatif et beaucoup moins sur l'aspect qualitatif. Et pour répondre à votre question sur l'équilibre à trouver entre ces deux aspects, ce que nous indiquons dans le rapport, c'est que tant que l'on n'aura pas répondu à l'objectif qualitatif,
c'est-à-dire que les conditions de travail ne seront pas meilleures, que les professionnels ne pourront pas faire leur travail d'une façon qui soit satisfaisante pour eux et en cohérence avec leurs valeurs, eh bien, les difficultés d'effectifs et les pénuries de personnel que nous connaissons aujourd'hui ne pourront pas être résolues et que par conséquent, les objectifs de création de places seront bien sûr extrêmement difficiles à atteindre. Donc nous voulons souligner dans le rapport que nous remettons au centre, qu'il faut remettre au centre de la politique du jeu d'enfant les besoins de l'enfant lui-même. Et en ce sens, nous évoquons également une réflexion qui doit être conduite sur les rythmes et l'amplitude d'accueil pour les enfants. À l'heure actuelle, les enfants peuvent être accueillis pour des durées extrêmement longues dans un accueil collectif à un âge particulièrement précoce. Et au regard des comparaisons européennes, nous accueillons les enfants en accueil collectif à un âge qui est particulièrement faible. Et donc, dans la continuité du rapport des 1000 premiers jours qui a été bien sûr piloté par Boris Cyrulnik, nous appelons à une réflexion sur l'allongement des congés paternels, maternels d'une part et congés parentaux d'autre part, en réfléchissant bien sûr dans cette dynamique sur l'équilibre dans la prise de ces congés entre les femmes et les hommes, ce que le rapport des 1000 premiers jours avait déjà d'ailleurs très bien fait, puisqu'il avait montré études scientifiques et européennes à l'appui que si la meilleure rémunération de ce congé parental était bien faite et que les règles étaient bien pensées, elle favorisait au contraire une meilleure implication des pères, second parents dans la prime éducation des enfants et une meilleure égalité entre les sexes. Donc ça, c'est un aspect vraiment structurant de notre réflexion. Et s'agissant des constats que nous avons faits à partir de là sur la qualité d'accueil proprement dite dans les établissements, nous le disons dès la synthèse de ce rapport, nous avons constaté une qualité d'accueil très hétérogène. Vous le rappeliez, nous avons des professionnels qui sont très engagés, nous avons beaucoup d'établissements qui portent des projets qui sont très intéressants, qui sont très porteurs, mais à ce jour, dans beaucoup d'établissements, la qualité d'accueil ne peut pas être garantie par les normes qui existent aujourd'hui. Nous avons des groupes d'enfants dont le nombre peut être bien trop important, parfois 20, 25, voire 30 enfants qui sont dans une même pièce, ce qui est difficile en termes de stress, en termes de niveau sonore pour les enfants comme pour les professionnels, des taux d'encadrement, vous le rappeliez, qui sont insuffisants au regard du consensus scientifique et des comparaisons internationales. À titre d'exemple, les pays européens, effectivement, que ce soit le Danemark, l'Italie, le Royaume-Uni, sont à 1 adulte pour 3 enfants, là où nous sommes à 1 pour 5 ou 1 pour 8 selon l'âge. La Suède est à 1 pour 4, donc nous sommes, pour le dire trivialement, à la traîne. Par ailleurs, s'agissant du niveau de formation, et mon collègue reviendra sur les ressources humaines, nous avons connu une trajectoire, un développement sur le plan des normes qui a eu tendance à diminuer la part de professionnels ayant un diplôme de niveau 1, c'est-à-dire infirmiers puériculteurs ou infirmières puéricultrices, puisqu'il s'agit essentiellement de femmes, éducatrices de jeunes enfants ou auxiliaires de puériculture. Et nous avons en réalité, à l'heure actuelle, une part majoritaire des personnes qui prennent en charge l'accueil effectif des enfants, qui sont des personnes qui ont un CAP petite enfance, AEPE, qui est de niveau de formation insuffisant au regard des exigences qui s'attachent à l'accueil, et que par ailleurs, pour 50% de ces personnes, ces CAP sont préparés à distance, en candidat libre, avec des organismes qui éventuellement recrutent leurs candidats sur Google ou autres moteurs de recherche et proposent des formations au niveau discutable. Donc, de façon générale, sur le plan des conditions qui vont permettre une qualité d'accueil, nous avons de nombreuses inquiétudes que nous avons exprimées dans ce rapport, d'autant plus que, s'agissant des bâtiments
des crèches, notamment dans le secteur public et associatif. Nous avons beaucoup de structures vieillissantes qui demanderaient d'être revues, aussi bien sur le plan des conditions même du bâtiment que sur le plan de l'organisation intérieure pour permettre que l'aménagement des locaux soit en cohérence avec ce qu'on sait des besoins des jeunes enfants, ménagent leurs possibilités de motricité, d'intimité, de tranquillité, etc. Donc, à partir de là, effectivement, nos grands axes de travail sur cette question de la qualité, et vous parliez des mesures qui peuvent être mises en place de façon rapide, eh bien, d'une part, c'est sur le plan des normes de faire monter progressivement le niveau d'encadrement, de qualification des professionnels et de faire descendre progressivement la taille moyenne des groupes d'enfants. Et ça, nous avons conduit cette réflexion en disant qu'il faut l'inscrire dans les trajectoires de la branche famille, dans les exigences qu'on fixe à la branche famille pour la COG. C'est-à-dire, nous ne pourrons pas relever de façon immédiate les normes, puisque nous sommes face à une pénurie de professionnels. Donc, si on dit demain, il faut que les professionnels soient plus qualifiés en plus grand nombre, ce sera un vœu pieux. En revanche, la branche famille doit être positionnée pour travailler avec les établissements à ce que progressivement, on aille vers ces normes de qualité et pas seulement des normes de sécurité. Le deuxième aspect important, c'est que nous avons indiqué qu'il fallait structurer le pilotage, c'est-à-dire que les instances de pilotage au niveau local et au niveau territorial soient chargées véritablement d'animer et de suivre la question de la qualité. À l'heure actuelle, aucun acteur ne suit véritablement cette question. Comme je le disais en entrée, ce n'est pas une question qui a été pleinement identifiée et saisie dans la construction de la politique, et par conséquent, personne ne s'y investit véritablement. Donc nous avons besoin que dans les comités départementaux de services aux familles, la mission qui soit vraiment d'animation de la qualité soit investie. Nous avons fait des propositions très concrètes et cela répond en partie à la question que vous posiez sur la mise en œuvre de la formation. Alors bien sûr, il y a la formation des professionnels, mon collègue y reviendra au niveau régional, etc. Mais au niveau territorial, c'est-à-dire un comité départemental de services aux familles, il faut qu'il soit investi de la mission d'assurer aussi de la formation continue pour tous les professionnels des établissements de son territoire, de l'analyse de la pratique pour les directeurs, et qu'il se positionne comme acteur. Et ça peut être fait très vite. Organiser des séminaires, des rencontres, de la formation continue en plus de ce qui est proposé pour les gestionnaires, faire vivre la qualité d'accueil au niveau territorial, ça peut être investi. Et le pilotage doit être aussi structuré au niveau national. Nous avons un comité de filière de la petite enfance. Nous avons proposé d'en faire une première pierre pour bâtir un comité national qui sera notamment chargé de suivre et d'évaluer la qualité de l'accueil. Nous avons ensuite préconisé, sur le plan du contrôle, non pas seulement de renforcer les contrôles, mais de réformer la culture du contrôle. C'est-à-dire que le contrôle qui est réalisé par les PMI est actuellement un contrôle qui est centré sur les questions d'hygiène et de sécurité, qui est un contrôle essentiellement formel. Et donc, nous avons fait un certain nombre de préconisations pour les accompagner dans la construction d'une culture du contrôle de la qualité de l'accueil, qui ne soit pas un contrôle administratif sur pièce, mais qui passe par l'immersion dans les structures, par l'observation des enfants, par les entretiens avec les professionnels, et qui permettent de repositionner la PMI sur ces questions et d'en faire une force d'appui auprès des établissements qui soit plus importante. Nous avons, vous posiez la question des données qui restent assez parcellaires sur le nombre de contrôles, leur régularité. Alors nous avons travaillé en articulation avec la DGCS qui a fait une enquête auprès des PMI pour remonter précisément les rythmes de contrôle. Ça ne nous donne pas à ce jour de données absolument fermes que nous pourrions présenter. Ce que ça nous donne en revanche, c'est le fait qu'il y a des normes qui sont
affichées par les PMI, souvent de contrôler les établissements privés une fois par an, les associatifs une fois tous les 2 ans, les publics une fois tous les 3 ans. Bon, on peut discuter d'abord de ces différences de régularité, mais en tout état de cause, ces normes ne sont pas respectées. Et nous avons, dans plusieurs départements, vu des établissements, y compris publics, qui n'avaient jamais été contrôlés ou depuis des temps immémoriaux. Donc nous devons réfléchir. Alors évidemment, ça pose la question des moyens que l'on donne à ces PMI. Hein. Elles n'ont actuellement pas les moyens pour faire cette activité de contrôle, mais aussi de savoir comment on les accompagne pour transformer la culture de contrôle. Et sur ce point, il y a une vigilance particulière que nous voulons souligner, c'est qu'il y a une demande très forte des gestionnaires de crèches pour que les exigences des PMI en matière d'agrément, de contrôle, soient unifiées sur le plan national, ce qu'on comprend puisqu'il y avait beaucoup de disparités départementales, donc les gestionnaires se trouvaient dans une situation où dans tel département on leur disait oui, dans tel autre département le même point ne passait pas. C'est légitime, mais il faut faire très attention à ce que ça ne conduise pas à transformer la PMI uniquement en contrôleur qui viendrait cocher des cases dans des questionnaires sans aucune capacité de jugement et de regard du contrôleur sur la qualité dans l'établissement. C'est un point que nous voulons indiquer. Et puis, le dernier élément que j'indiquerai sur ces questions de la qualité, c'est d'avoir des financements qui soient vraiment orientés vers la qualité de l'accueil. Nous avons montré qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements qui étaient attachés aux modalités actuelles de financement. D'une part, parce qu'elles ne contribuaient pas à renforcer la qualité de l'accueil. C'est une tarification à l'activité qui n'est pas sensible à la qualité ou au manque de qualité qu'il y a dans les établissements. D'autre part, parce qu'elle n'est pas claire sur qui finance quoi. Par exemple, entre les collectivités et la branche famille pour les établissements publics, il n'y a pas de répartition claire des financements, ce qui fait que quand la branche famille met de l'argent en plus, les collectivités se retirent d'autant, et donc que les actions de la branche famille et de la sécurité sociale en faveur d'une augmentation des moyens des établissements font chou blanc, puisque le partenaire se retire. Donc les financements ne sont pas clairs, et par ailleurs, la transparence financière est insuffisante, notamment vis-à-vis des opérateurs privés sur lesquels nous avons repéré un certain nombre de zones de risque. C'est pour cette raison que nous avons proposé effectivement des CEPOM, vous l'évoquiez, avec la recherche d'une solution qui soit des financements où l'on sache ce que l'on finance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on oriente sur des objectifs de qualité vis-à-vis de l'accueil, qui permettent à la fois d'assurer l'équilibre budgétaire des établissements, qui est aujourd'hui assez compromis, notamment pour un certain nombre d'établissements associatifs et publics, qui laisse en même temps une certaine marge de manœuvre de responsabilisation aux gestionnaires qui n'ont pas l'impression de courir à chaque instant derrière une heure faite, non faite, parents venus, pas venus, qui puissent organiser le budget de leur établissement et qui soient en même temps transparents dans les rapports entre le financeur et le gestionnaire. Et on peut très bien avoir, nous l'avons indiqué, des CEPOM entre les financeurs et l'établissement, et puis ensuite pour les groupes des CEPOM entre le financeur et le siège, parce qu'actuellement les financeurs n'ont aucune visibilité sur les flux financiers entre les sièges des groupes et leurs établissements, sur la façon dont sont calculés les frais de siège, quelle est la clé de répartition, à quelles prestations afférentes correspondent ces frais de siège qui sont imputés dans les comptes des établissements. Donc c'est sur ça qu'on a fondé cette proposition de CEPOM. Alors il faut ensuite que ce soit creusé par les administrations pour voir comment on le met en œuvre, mais ça permettra de définir clairement entre les différents partenaires, parce que dans le CEPOM, il y aura forcément les collectivités d'une part, la branche famille de l'autre, qui finance quoi. Et ça, il faut que ce soit bien défini pour qu'on n'ait pas ces mouvements que j'évoquais. Vous évoquez la possibilité d'une mauvaise exécution ou d'une non-exécution du CEPOM, mais en même temps, le CEPOM permet précisément, en ayant un vrai dialogue annuel et qui ne porte pas uniquement sur les questions financières, si on l'investit correctement, mais sur les questions d'objectifs de qualité, d'avoir une certaine visibilité sur la façon dont
dont les crédits sont orientés vers les objectifs que l'on souhaite atteindre. C'est pour cette raison que nous sommes allés dans cette direction. Mais quels que soient les choix qui seront faits par la branche famille et par les autorités en matière de financement, c'est vraiment les objectifs qu'il faut garder en tête. C'est vraiment de savoir où vont les financements, est-ce qu'ils vont vers la qualité ou pas, quelle est la transparence financière et est-ce qu'on sait clairement qui finance quoi entre les différents partenaires. Il faudra trouver une solution de financement qui permette d'assurer que ces questions soient traitées. Voilà pour les questions de qualité. Évidemment, à côté de la dégradation de la qualité, nous avons, et ça a été une partie importante de notre rapport, traité les questions de prévention et de signalement de la maltraitance. Et je vais laisser la parole à ma collègue sur ce point. Et nous reviendrons à la fin avec mon collègue sur les questions de ressources humaines. Bonjour. Donc oui, c'est vrai que notre travail était centré sur la question de la maltraitance. Donc il s'agissait pour nous d'aller à la rencontre des établissements, à la rencontre des professionnels, à la rencontre des universitaires pour percevoir véritablement les difficultés qu'il pouvait y avoir dans les crèches. En fait, c'est tout simplement le constat que l'on pouvait faire déjà d'entrée pour toute structure, tout établissement qui accueille des personnes vulnérables, des personnes dépendantes. C'est inhérent à ce type d'établissement, quel qu'il soit, à tout âge de la vie, il y a toujours des risques de maltraitance. Et c'est vrai que c'est important de rappeler qu'on va développer le plus possible la bientraitance, de la qualité, mais le risque maltraitance est toujours là. Donc, il s'agit de le prendre en compte. Mon collègue en parlait, il y a une notion un peu d'impensé pour les établissements accueillant les enfants. Un peu comme si, parce qu'il y a plusieurs professionnels, il y a une sorte de sécurité qui existe tout simplement parce que les uns se surveillent, etc. Mais c'est la même chose à tous les âges et ça devrait donc, du coup n'arriver à aucun âge de la vie et aucune structure collective. Donc c'est important de le prendre en compte, de se dire que c'est possible. C'est pas pour ça que... Alors c'est vrai que les remontées, les éléments que nous ont dit les professionnels ont montré à quel point c'est un secteur qui est sensibilisé déjà à cette question. Parce qu'autrement, ils ne nous auraient pas signalé les choses. Hein, donc, il y a tout un travail depuis une vingtaine d'années qui est porté par la question des douces violences. Bon, c'est un terme qui peut heurter, hein, mais qui était là pour énoncer les risques. Peut-être pas toujours les dénoncer, par contre, hein, mais en tout cas les énoncer et prendre la mesure des choses. Donc, on est dans un secteur où les professionnels souhaitaient vraiment exprimer les difficultés qu'ils rencontrent et les faits du quotidien qui peuvent survenir auprès des enfants. Donc, ces remontées, en fait, on a posé une question, on a fait plusieurs questionnaires auprès des directeurs d'établissement, des professionnels. Et les professionnels ont été 12 000 à nous répondre, plus de 12 000. Et un quart d'entre eux nous ont dit, on a fait faire un petit pas de côté en leur demandant s'ils avaient eu l'occasion de travailler dans un établissement qu'ils considéraient comme maltraitant. Donc c'est un quart d'entre eux qui ont répondu oui. Et 2000 professionnels ont décrit des faits. Hein, donc, auxquels ils ont pu être témoins, dont ils ont pu être témoins. Donc, c'est vraiment, on a vraiment insisté sur le fait qu'il ne faut pas, à partir de ces données, en faire des statistiques. Hein. C'est simplement que les personnes qui ont répondu à ces questionnaires avaient besoin de remonter ces éléments-là et de les argumenter, les présenter. C'est vrai que c'est un tiers des établissements qui ont répondu, enfin, au niveau des directeurs qui ont répondu. Au niveau des professionnels, c'est sur l'ensemble des départements, y compris les tout petits départements où il y a parfois que 30 crèches ou 40 crèches, enfin, etc. Donc, c'est important pour nous d'avoir ces témoignages.
témoignages qui, en fait, rejoignent les mêmes types de maltraitance que l'on peut côtoyer malheureusement à tous les âges de la vie aussi, en termes de négligence, de difficultés à répondre aux besoins élémentaires des enfants, comme l'absence de réponse à leurs pleurs, le manque de respect du rythme des enfants, le manque de soins, les problématiques de jugement, de manque de respect, et on va jusqu'à des violences physiques et bien sûr psychologiques, les punitions humiliantes, etc. Donc il y a des points qui sont plus particulièrement remontés et qui ont attiré notre attention parce que bon, on a fallu analyser ces 2000 commentaires qui étaient là. Vous avez dans le rapport des petits extraits, mais très souvent c'était vraiment une présentation complète. Hein. C'était plusieurs lignes pour expliquer les choses. On a vu le terme en particulier forçage alimentaire qui était très régulièrement mis en avant. Et on s'aperçoit après, dans les explications des professionnels, qu'il s'agit aussi des moments à risque dans la journée dans un établissement. C'est-à-dire que ça rejoint les questionnements par rapport au financement. Il s'agit d'avoir le plus possible d'heures de fête et de présence d'enfants dans l'établissement. Même si on élargit le temps d'ouverture de la crèche, néanmoins, les enfants sont surtout présents aux mêmes heures et en particulier aux heures de repas, pour le repas de midi. Donc ça a été intéressant de voir à quel point, et puis la sieste qui suit, avec aussi cette question de dire allez, on va pouvoir prendre plus d'enfants demain parce qu'il y a toujours des absents, il y a ci, il y a là, puis après tout le monde est là, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Donc voilà, donc on a pu repérer concrètement des éléments en fait d'organisation. Et on s'est beaucoup appuyé sur les travaux de la Commission nationale sur la maltraitance, qui rappelle clairement que les faits de maltraitance individuelle prennent en grande partie leur source dans les éléments de maltraitance institutionnelle. Et donc, on a fait l'exercice, à partir des travaux de cette commission, en reprenant les causes en fait qui peuvent conduire à de la maltraitance, et on a retrouvé dans les écrits des professionnels des faits qui éclairent ces différents risques. Donc que ce soit en termes de politique institutionnelle, de pratiques managériales, de sous-effectifs, etc. Donc aussi en termes de représentation. Il faut dire que tout va bien. Il faut faire que ce soit au mieux et il faut éviter de dire que, etc. Donc, il y a toute une culture, la culture de l'erreur, la culture de partager les difficultés, de parler, d'échanger entre les professionnels et avec leurs responsables sans être dans le punitif. Parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui en réaction à notre rapport, « Ah, mais chez nous, de toute manière, on remercie la personne qui a été cause d'un problème. » Non. Le problème, enfin oui, peut-être, mais en tout cas, l'important, c'est d'analyser pourquoi et comment les faits ont pu survenir. Donc, ces facteurs systémiques sont très importants à prendre en compte. Et la question aussi donc, de la possibilité d'en parler, c'est la possibilité d'en parler entre collègues, dire tu m'as l'air fatigué, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe, tu manques un peu de patience aujourd'hui, etc., etc. Ça paraît simple, mais c'est des choses qui n'existent pas toujours. Et d'en parler entre collègues, d'en parler avec ses responsables et de savoir que l'on contacte la PMI. Et il faut vraiment que ce soit une information qui soit clairement donnée à tous les professionnels, qu'après ce temps d'échange entre professionnels avec ces responsables, il y en a eu plusieurs commentaires nous disant qu'ils n'étaient pas entendus parfois de leurs responsables, de savoir qu'on peut en faire un signalement quand on est un professionnel à la PMI. De la même façon, pour les parents, il faut qu'ils puissent avoir aussi le numéro de téléphone de la PMI locale. C'est vraiment localement que ça doit se travailler. Et donc là, de la même façon, les parents, savoir que d'abord, on parle aux professionnels, puis on parle aux responsables, etc. Et c'est là aussi, si après tous ces éléments, on reste inquiet, on a des doutes,
on signale à la PMI. Donc c'était vraiment un point important pour nous d'insister sur cette proximité et cette connaissance de ces services et de ces professionnels de qualité qui doivent pouvoir répondre à ces problèmes. Voilà, donc je pense que c'était à peu près les points que l'on voulait voir et c'est vrai que ça reprend tous les thèmes vus par mon collègue et en particulier la question de la formation des professionnels et je vais laisser mon collègue Christophe Itier prendre le relais. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci. Alors, je vais essayer d'être assez court puisque j'ai compris qu'on avait une demi-heure et qu'on est en train de dépasser assez largement. Néanmoins, les sujets... Comment ? Très bien, je vais essayer quand même d'être synthétique, simplement revenir quand même sur un point abordé par mon collègue quand il s'agissait des contrôles. Et d'ailleurs, ça rejoint une question que vous avez posée, Madame la Présidente. D'abord, il ne faut pas oublier que dans le contrôle de la qualité, il y a aussi, dans les contrôles, il y a aussi la CAF qui intervient sur la performance sociale, économique de l'établissement, mais qui a des données et qui sont malheureusement non exploitées. Par exemple, les consommables. Combien une crèche consomme de couches, de denrées alimentaires, qui peuvent être qui demain peut servir comme indicateur de qualité, de standards de qualité, pour avoir des points d'alerte sur des zones de risque. Donc c'est des choses, vous parliez de choses très simples à mettre en œuvre. Bon, sous réserve que je ne suis pas informaticien et je ne tiens pas à le devenir, mais voilà, il y a peut-être une complexité technique, mais en tout cas, c'est des choses assez simples qui permettent d'orienter les contrôles et d'être beaucoup plus efficaces et d'amener toute la filière aussi vers du progrès. Évidemment, il y a la question des moyens du contrôle. Hein, si vous prenez, puisqu'on a parlé des programmes de contrôle des établissements, effectivement, il y a du déclaré, mais il y a la réalité. Et la réalité, c'est aussi une question de moyens humains dédiés à ces contrôles. Il y a à la fois ce qu'on y met dans le contrôle, mais aussi les moyens humains. Vous prenez une ville comme Paris Intramuros, c'est 870 crèches, un peu plus de 870 crèches. À la CAF de Paris, c'est 3 ETP qui sont consacrés au contrôle des établissements. Donc voilà, on peut imaginer tous les contrôles intelligents que l'on souhaite. On voit bien qu'il y a un vrai sujet aussi de moyens et de la nécessité aussi de coordonner davantage les contrôles entre les différentes institutions que sont la PMI et les CAF. Alors il y a une expérimentation intéressante. Nous sommes allés en Haute-Savoie, à Annecy, où il y a une expérimentation qui est en cours, justement, de contrôle plus que concerté, conjoint des CAF PMI sur ce territoire. Nous en sommes qu'à la phase 1, qui est l'instruction commune des autorisations par la CAF et la PMI. Ça produit énormément d'effets, y compris dans l'échange de pratiques et de données, comme je viens de le dire. Il faudra poursuivre cette expérimentation au-delà de l'autorisation dans la vie de l'établissement, comment les deux services apprennent aussi avec des cultures différentes, avec des prérogatives différentes, à travailler ensemble, à se nourrir et à amener justement l'ensemble des établissements vers cette trajectoire de progrès. Donc voilà, il y a sans doute cette expérimentation à redémultiplier. Et en tout cas, nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'au moment de l'autorisation, de l'instruction de l'autorisation, c'était vraiment un gain de temps pour tout le monde, un gain de qualité, notamment en ayant recours avec des prêts, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça a été dit par mon collègue, qui relèvent du contrôle bâtimentaire, qui prend beaucoup de place dans le contrôle notamment des PMI, et il y a sans doute des moyens à mettre en œuvre, d'externaliser une partie de ces contrôles bâtimentaires pour que les compétences de la PMI soient réellement mobilisées sur la qualité de l'accueil de l'enfant, au-delà des choses un peu trop normatives. Cela rejoint aussi une autre question, Madame la Présidente, sur les sanctions, sur comment on amène les crèches sur une trajectoire de progrès pour être politiquement correct. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est ça me permettra de faire une passerelle avec la question des ressources humaines. On a senti aussi beaucoup de directions d'établissements publics, privés, lucratifs, non lucratifs, fatigués, et des PMI aussi fatigués, d'alerter sur un certain nombre de difficultés. Et comme au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le département qui autorise, la commune qui est consultée, alors elle est plus que consultée quand elle finance évidemment, mais qui est consultée, et qu'ensuite c'est le préfet qui ferme l'établissement, et qu'entre ouvrir ou fermer, il n'y a pas d'échelle de sanction. Vous imaginez bien que fermer une crèche sur un territoire, c'est un problème, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, politique,
parce que ce sont aussi des familles que l'on prive de solutions vers l'emploi, vers la formation. Et donc, bien souvent, les pressions politiques sont fortes et que des crèches qui devraient être fermées ne le sont pas pour ces raisons. Donc, c'est aussi cette réalité qu'il faut regarder en face et donner justement un arsenal, c'est ce que l'on propose, hein, de sanctions progressives, d'astreintes, de mise sous contrainte des crèches pour qu'il y ait une progressivité de la sanction et que la PMI puisse être mieux armée pour amener encore une fois les établissements à bouger. Et les professionnels, ça a été dit par ma collègue, sont vraiment en demande. On est dans une prise de conscience collective qui fait que aujourd'hui les professionnels sont en attente d'un regard politique sur leurs attentes, d'un regard institutionnel de l'État, des collectivités sur leur métier, parce qu'ils ont la sensation d'être vraiment dans de grandes difficultés, voire même dans des situations d'usure professionnelle ou de burn-out. Alors évidemment, tout ça conduit à une très grande volatilité des professionnels. On l'a dit, il y a une pénurie qui a été estimée dans une enquête de la CNAF de 10 000 ETP manquants pour faire fonctionner les crèches actuelles. Et ça rejoint la remarque de mon collègue sur comment créer 200 000 places supplémentaires alors que nous avons déjà un problème d'attractivité des métiers et de pénurie des effectifs. Cette pénurie un impact sur la vie des établissements. On l'a vu dans tous les établissements, et ça c'est vrai, quel que soit le mode de gestion des établissements. Ça a un impact sur le management. Souvent, les personnels de crèche qui arrivent en responsabilité de référents au directeur d'établissement sont des jeunes professionnels dont la formation n'a pas été axée sur des techniques de management, et donc ils se retrouvent dans un milieu complexe. Il suffit de s'immerger un peu dans des crèches pour se rendre compte de la difficulté de ce métier. Ce sont des équipes compliquées à manager, ce sont des professionnels jeunes et qui sont face à des pénuries de professionnels. Et donc, à la fois très mobilisés sur du recrutement permanent, à la fois sur eux-mêmes pallier le défaut de professionnels dans l'accompagnement des enfants, et en même temps ne pas être au rendez-vous suffisant des temps d'échange sur l'analyse des pratiques, de temps d'échange en bilatéral avec l'ensemble des collaborateurs et des professionnels de ce métier, et notamment, ça a été dit, des jeunes professionnels. Une grande part des professionnels qui arrivent, qui exercent désormais en crèche, sont des professionnels qui bénéficient du CAP petite enfance. Ce sont des professionnels qui bien souvent sont insuffisamment formés, ça a été dit. Le diplôme est insuffisant, il est formé souvent à distance avec des personnels qui arrivent en établissement sans avoir tenu un bébé dans les bras. Et que du fait de la pénurie de professionnels, le management n'est pas là pour étayer, amener les professionnels à s'intégrer dans une équipe et à apprendre un métier. Et donc tout cela met évidemment ces établissements en grande difficulté. À cela évidemment des concurrences exacerbées entre les différents gestionnaires pour recruter coûte que coûte des professionnels, donc un système de concurrence exacerbée avec des primes. Et là, on rejoint une inéquité territoriale, c'est-à-dire des communes qui sont riches vont pouvoir exercer un système de primes qui vont mettre en difficulté d'autres territoires. Et enfin, je vais quand même en terminer sur les diplômes. Donc il y a cette question de la souffrance au travail qui s'exerce au sein des établissements. On a été extrêmement touchés et étonnés de voir à quel niveau de souffrance professionnelle sont certains établissements, certains professionnels. Je pense qu'il faut le dire et saluer que malgré cela, ils tiennent. Ils tiennent, vous l'avez dit, Madame la Présidente, mais c'est important de le dire parce que notre rapport peut paraître accablant, mais c'est important de dire que les professionnels sont motivés, qu'il y a évidemment un problème de formation. D'une part, puisque la formation, les professionnels diplômés viennent, mon collègue l'a dit, à la fois du secteur éducatif avec les éducateurs jeunes enfants et du secteur plutôt sanitaire, une culture sanitaire du côté des auxiliaires du puériculture. Et donc, c'est de cet équilibre que se crée un savoir-faire, des compétences au sein des établissements et à notre sens, il serait grand temps de développer un socle commun de compétences du métier de la petite enfance, quelle que soit l'entrée par laquelle on arrive dans ces métiers. Je ne reviendrai pas sur le CAP qui est évidemment insuffisant, notamment dans un secteur en pénurie de professionnels. Et ensuite, quantitativement, il y a un décroché entre le nombre de diplômés et la création de places. Vous le verrez dans des graphiques assez parlants. Si on prend
les auxiliaires de puériculture de 2012 à 2021, alors que nous avons créé 30% de places supplémentaires, le nombre de diplômés n'a augmenté que de 10%. Et quand je dis augmenter de 10%, c'est qu'on ne sait pas si ces professionnels vont en crèche, hein, parce que quand on est auxiliaire de puériculture, on peut aller aussi dans d'autres établissements qui ne sont pas des établissements de la petite enfance. Et pour les éducateurs de jeune enfance, c'est assez simple. Donc, je vous le rappelle, 30% d'augmentation des places, et on produit, l'appareil de formation produit autant de JE qu'il y a 10 ans. Donc, c'est assez parlant pour démontrer qu'il y a un effort de formation. Alors, Madame la Présidente, vous disiez pour ces points-là, comment faire pour aller vite. Malheureusement, il va falloir beaucoup mobiliser dans la durée parce qu'il va falloir du temps pour former. Et là où on a été surpris dans ce secteur, c'est le défaut de données. Une grande difficulté à avoir des choses très simples, hein. Le nombre de professionnels qui travaillent dans le secteur, déjà, ça serait déjà pas mal. Les données salariales, salaire médian, salaire moyen, avec des professionnels qui relèvent de 8 conventions collectives, donc évidemment avec toutes les disparités de classement que vous pouvez imaginer, qui ne favorisent pas non plus la GPEC, donc la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, et donc les parcours professionnels de ces professions. Et donc on a un défaut de données, y compris sur des données de qualité de vie au travail. Et donc dans les mesures à prendre en considération, c'est déjà de faire un diagnostic, de se dire quelles sont quantitativement et qualitativement, quel est l'état de la profession, quels sont l'état des métiers. Et par ailleurs, pour ce qui relève de la formation, nous avons interrogé évidemment les régions hein, qui sont aux manettes de fait de leurs compétences sur la formation. Et nous avons très peu, ça a été mentionné dans le rapport, on a très peu d'études de taux d'insertion dans l'emploi. Et donc on ne sait pas où travaillent les professionnels à 6 mois ou à 1 an. Est-ce qu'elles sont en crèche ou est-ce qu'elles sont ailleurs et le système fonctionne, je mettrai les choses entre guillemets, mais un peu à l'aveugle. Et donc on produit... alors en plus, avec des effets conjoncturels, par exemple, la crise sanitaire a mobilisé fortement les régions sur les professions de santé, hein, ce qui était normal, au détriment souvent de ces professions qui sont ni dans le social, ni dans le médico-social, qui sont considérées un peu différemment. Et donc, il y a lieu, là, de faire un gros effort de formation. Alors, on a essayé de l'estimer sur les quelques études que nous avons pu avoir en termes de taux d'insertion. Donc, c'est vraiment à prendre en considération de manière très prudente, mais d'augmenter l'effort de formation de 30% pendant 3 ans. En gros, c'est une année de formation pleine et entière pour simplement permettre de revenir aux 10 000 effectifs manquants. Ce qui veut dire qu'on arrête l'hémorragie et que on ne crée pas de place. En tout cas, on n'a pas les professionnels pour armer ces nouvelles places. Et pour avoir plus de... Là aussi, puisque vous cherchez aussi des mesures... dans ce tableau un peu complexe de mesures immédiates à mettre en œuvre, on a désormais un schéma départemental qui est désormais obligatoire. Nous proposons de le rendre opposable, d'une part pour réguler l'offre sur le territoire, puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a, on en parlera sans doute dans les questions que vous aurez à nous poser, mais on a des acteurs qui investissent des territoires, et y compris si le maire ou la maire a un avis défavorable, rien ne s'oppose quand il s'agit notamment des micro-crèches, à ce que le gestionnaire s'installe. Et donc, ça peut venir déséquilibrer des établissements privés lucratifs ou publics qui fonctionnent, mais qui se retrouvent en concurrence. Et donc, déjà, ça permettrait de réguler l'offre. Et par ailleurs, ça serait, puisque le sujet de la formation aussi, prescriptif en termes de formation, puisqu'on saurait le nombre de places à créer dans tel territoire, et donc le nombre de professionnels à former dans tel territoire sur les 5 années, puisque en général, c'est la cyclicité de ce type de schéma. Donc voilà, assez rapidement résumer les questions plus de ressources humaines et peut-être un mot de conclusion de mon collègue. Merci. Juste avant qu'on conclue, pour vous donner des éléments à 2 questions que vous nous avez posées sur la démocratie dans les crèches d'une part. Nos questionnaires ont fait remonter qu'à peu près un quart des établissements avaient un conseil de crèche ou une instance de ce type qui permettait d'associer les parents. Mais les remontées sont tièdes sur le fonctionnement de ces instances, soit parce qu'on a de tout petits établissements, notamment les microcrèches, où il est quand même difficile
étant donné le nombre de familles de beaucoup mobilisées. Ce que mettent en avant les professionnels et les directeurs d'établissement, c'est que ce n'est pas nécessairement par ce type d'instance que ça va passer, d'autant plus qu'il est difficile d'immobiliser les parents, c'est plutôt voilà, par l'organisation au quotidien de temps voilà, de café avec les parents, de moments de rencontre, de moments où les parents viennent dans la crèche, plutôt que par des instances formelles. Et à ce titre, un élément sur lequel nous avons beaucoup insisté, c'est la question de la transmission, les transmissions matin, soir, que font les professionnels avec les parents, qui là aussi, il faut faire bouger un petit peu les pratiques, ça reste très sanitaire, disons, dans son modèle. L'investissement de ce moment pour avoir vraiment de l'accompagnement à la parentalité, des conseils, un peu de temps d'explication sur ce qui se passe avec l'enfant, sur son stade de développement, là, on peut progresser un petit peu. Et puis, vous nous aviez posé une question sur l'accueil des enfants en situation de handicap. Alors, nous n'avons pas eu le temps et les moyens de faire des investigations précises sur ces questions, et en particulier sur les crèches à VIP. En revanche, ce qui nous remonte de nos questionnaires, où nous avions à peu près un directeur d'établissement sur 2 qui accueillait ou avait accueilli à un moment ou à un autre un enfant en situation de handicap. Leur problème principal dans leur remontée, notamment leur verbatim, c'est la formation de leurs professionnels. Ils estiment que leurs professionnels sont souvent en difficulté en n'étant pas suffisamment étayés sur l'accueil du handicap. Et puis le fait que l'accueil d'enfants en situation de handicap, y compris lorsqu'il s'agit de handicap lourd, ne va pas conduire à un renforcement du nombre de personnel. Or, si on accueille des enfants qui ont des handicaps très lourds, notamment qui ne peuvent pas aider au moment où on veut les soulever, les manipuler, etc., c'est pratiquement du 1 pour 1. Et par conséquent, soit en fait l'accueil est refusé par la structure, soit l'accueil va déstabiliser l'activité du groupe ou ne pas être satisfaisante. Enfin, c'est un petit peu la difficulté qui nous est remontée, mais nous n'avons pas mené d'investigation approfondie sur cette question précise. Merci beaucoup pour ces propos. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait déjà un collègue par groupe qui puisse vous poser une question. Mes chers collègues, je suis comme d'habitude assez pénible. Je vais vous demander, voilà, compte tenu en plus du temps, si d'autres collègues, au-delà des responsables de groupe, veulent parler, de vous limiter à 2 minutes. Madame Nicole Dubré-Chirat pour le groupe Renaissance. Rapport sollicité par le ministre Jean-Christophe Combe qui illustre les problématiques, interrogations et manques auxquels sont confrontés les professionnels et les établissements d'accueil des jeunes enfants. Ce sont des informations importantes du quotidien des professionnels et sur la législation en vigueur. Je voudrais quand même commencer mon propos pour accorder mon soutien aux professionnels qui accueillent les enfants et les remercier de leur engagement et de la qualité de leur travail afin de ne pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la profession. Les témoignages anonymes que vous rapportez font état des violences, négligences, forçages alimentaires. La presse s'en est fait écho et ça a suscité un émoi légitime. À la suite de ces révélations, y a-t-il eu une libération de la parole ou davantage de signalements qui ont été déposés par les parents notamment ? D'autre part, l'augmentation du travail des femmes a rendu nécessaire la création et l'ouverture de structures de garde et l'augmentation du nombre de places. De ce fait, s'est installée une logique quantitative plus que qualitative. Comment retrouver un équilibre sans alourdir le fonctionnement de ces structures ? La mise en place récente du référentiel national pour l'aménagement intérieur des crèches et la charte nationale de qualité d'accueil du jeune enfant répond-il à ce besoin de pilotage et permettra-t-il l'harmonisation de la qualité de l'accueil ? Quel est votre avis sur la pratique de certification type Quali Enfance et sa généralisation ? Concernant les professionnels, ce secteur fait face à un manque d'attractivité, vous l'avez dit, écart entre les valeurs et les capacités à faire, absence de valorisation financière, charge de travail, sans compter les départs en retraite prévus qui font craindre une accentuation de cette pénurie. Actualiser la formation initiale est une nécessité. Développer la formation continue tout au long de la vie professionnelle contribue à mieux pourvoir ces postes et à fidéliser les personnes sur ceux-ci.
De même que les évaluations, diffusion et échange de bonnes pratiques sont un gage de qualité de compétences. Mais comment en faire bénéficier les petites structures, de plus en plus nombreuses, sans entraver leur fonctionnement, faute de remplacement? Et un dernier point sur le taux d'encadrement qui est cité, effectivement, un professionnel pour 5 enfants qui ne marche pas, ou 1 pour 8. Les professionnels souhaitent une évolution de ce taux et suggèrent d'autres scénarios. Pouvez-vous nous préciser les orientations plus importantes de ce rapport? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe Rassemblement national, Madame Parmentier. Merci Madame la Présidente. Madame, Messieurs, merci pour le travail considérable que vous avez réalisé. Ce que vous nous dites, ce que vous venez de nous dire est affolant. Et les verbatims de votre rapport sont glaçants. Quel père ou quelle mère, en confiant son bébé aux soins des employés de la crèche le matin avant de partir travailler, peut imaginer qu'il le livre pour toute la journée à un calvaire pareil? Votre rapport témoigne de l'échec d'Emmanuel Macron, alors que le service public de la petite enfance était l'une de ses plus importantes promesses de campagne présidentielle et devait être le chantier majeur de son début de quinquennat. Je parle du quinquennat précédent, celui de 2017. Aucune réponse satisfaisante n'a été apportée en 6 ans, puisqu'on en est là. Sa politique de la petite enfance a mis l'accent sur la création de places au détriment des conditions de travail de ceux qui accueillent les tout-petits. On voit les résultats. Si votre rapport choc ne sert pas à réformer les conditions d'accueil de la petite enfance, rien ne les réformera. Compte tenu de l'urgence de ces réformes, plus urgente que la réforme des retraites, soit dit en passant, et de la lenteur politique et administrative, à quel horizon pensez-vous que l'on puisse espérer une amélioration? Que pensez-vous de la promesse d'Olivier Véran, reprenant celle d'Elisabeth Borne, annonçant 200 000 places de crèche supplémentaires, alors qu'il manque plus de 10 000 professionnels et que l'urgence est de mettre fin à la possibilité de recruter du personnel non qualifié? Plusieurs syndicats de la petite enfance recommandent une allocation suffisamment attractive pour permettre un réel choix quant au mode de garde des enfants pour l'un ou l'autre parent. Que pensez-vous de cette proposition? Votre rapport suggère d'accorder au président du conseil départemental un pouvoir de sanction allant de l'injonction à la fermeture. Comment pensez-vous que cette mesure sera accueillie par les employeurs et professionnels de la petite enfance? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe des Républicains, Monsieur Portier. Non, je vous reprends après. Promis, j'ai sauté une ligne. Ou allez-y, je vous en prie. J'ai sauté une ligne. Veuillez m'en excuser. Monsieur Perceval-Gaillard, allez-y, je vous en prie, excusez-moi encore, j'ai sauté la ligne, excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, effectivement, je tiens aussi à vous féliciter au nom du groupe pour ce rapport qui fait froid dans le dos, et notamment en termes de financiarisation du secteur. On va certainement y venir avec les collègues qui vont prendre la parole. Moi, je tenais à attirer votre attention sur la situation de la petite enfance dans les Outre-mer et à La Réunion en particulier, puisque c'est un point mort, comme souvent des politiques publiques, et y compris des rapports qui sont liés à la petite enfance. Chez nous, à La Réunion, on a un taux de 20 points de retard par rapport à l'Hexagone en termes de taux d'équipement. Il nous manque environ, à minima, 3000 places d'accueil pour la petite enfance. La réponse du gouvernement, c'est d'assouplir les conditions d'embauche du personnel, c'est-à-dire, en gros, il faut être très clair, d'accueillir dans nos crèches des personnels non formés. Donc, à partir du 31 août, ça va venir très vite, le secteur de la petite enfance pourra embaucher des personnes non diplômées par le biais de dérogations et sur certaines conditions. Donc, moi, j'ai plusieurs questions. D'abord, globalement, quelle piste pour rattraper le retard structurel dans les Outre-mer? Je tiens à rappeler que les enfants ultramarins ont le droit aux mêmes conditions d'accueil que les enfants sur le sol hexagonal. Deuxièmement, quel danger quand on embauche des personnels non formés et quel paradoxe avec ce que vous dites dans votre rapport, puisque vous insistez bien sur le fait qu'il faut plus et mieux former les personnels. En fait, et ensuite, troisième point, j'ai rencontré les professionnels de la pouponnière, la seule pouponnière dans le département de La Réunion. Donc la pouponnière accueille des enfants placés, il s'agit de la protection de l'enfance. Ils font remonter un gros problème en termes de taux d'encadrement. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est un miracle que certaines équipes puissent arriver finalement à faire leur travail. Là, très clairement, on est dans un miracle au niveau de la pouponnière de La Réunion. J'imagine que c'est une situation qui est largement, qui existe aussi dans la situation, au niveau de l'Hexagone. Donc, au niveau du taux d'encadrement des pouponnières qui est très faible, quelle préconisation vous faites pour permettre un meilleur taux d'encadrement? Je vous remercie.
Merci beaucoup et encore toutes mes excuses. Du coup, cette fois-ci pour les Républicains, Monsieur Portier. Merci Madame la Présidente. Madame, Messieurs, merci pour vos propos. Évidemment, le rapport est né dans un contexte particulier qui interpelle aussi bien le député du Rhône que je suis, puisque c'était suite au décès d'un bébé de 11 mois à Lyon, et aussi évidemment le jeune papa. Et c'est vrai que l'effroi pour la population est vraiment sidérant. On a du mal à imaginer des drames pareils dans un établissement. Et l'une des réponses, comme vous le rappelez, c'est évidemment de relever le niveau de qualification et de formation des travailleurs dans ces structures, et notamment de remplacer le CAP par un diplôme de niveau 4, comme vous le proposez, avec des formations aux exigences renforcées. La question est la suivante: est-ce que d'élever le niveau d'exigence ne pourrait pas aggraver les difficultés qu'on a de recrutement? Est-ce qu'on n'a pas un risque d'effet pervers, même si j'entends bien l'intention louable que je peux partager tout à fait par ailleurs? Est-ce que ça ne pourrait pas asphyxier? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à évaluer ce risque-là? Puis ma deuxième question porte sur l'intégration du handicap dans ces structures. Le décret du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants est venu créer et préciser le rôle du référent santé et accueil inclusif au sein de chaque EAJE, pousser aussi à l'aménagement des locaux pour les rendre accessibles, intégrer dans le projet d'établissement les dispositions prises pour l'accueil d'enfants présentant un handicap. Et je n'ai vu aucun élément dans votre rapport concernant l'accueil justement des enfants en situation de handicap. Dois-je en conclure que ce décret est appliqué sans manquement et sans difficulté? Et est-ce que le personnel est aujourd'hui formé pleinement, à vos yeux, pour accueillir des enfants en situation de handicap afin de prévenir précisément les maltraitances? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste, Isabelle Santiago. Merci Madame la Présidente. Docteur, messieurs, mesdames, chers collègues, je vous remercie bien évidemment pour votre éclairage sur ce rapport, dont nous vous remercions bien évidemment, rapport qui est éprouvant et en même temps essentiel pour éclairer la situation et l'urgence d'y répondre. L'effroi pour toutes les familles qui ont eu accès à cette information médiatique, et bien évidemment aux députés de la nation que nous sommes, et j'oserais dire aussi à la grand-mère que je suis de petits bébés qui vont en crèche. Je note particulièrement l'amer constat que la politique d'accueil du jeune enfant ait pu mettre le confort de l'enfant accueilli, par essence vulnérable, au second plan, vous le dites dans votre rapport, privilégiant des logiques quantitatives et comptables. Je veux saluer à cet instant, et je le fais pour plusieurs raisons, même si je veux aller vite. J'ai 2-3 petites choses à dire quand même. C'est qu'en fait, j'ai été mère adjointe de la petite enfance pendant 20 ans, sujet que je maîtrise totalement, et je ne me retrouve évidemment pas dans, non pas votre rapport, parce que votre rapport fait le constat, mais j'ai eu la chance de mener des politiques publiques extrêmement avancées sur la question des enfants, et heureusement répondre à des enjeux essentiels de la formation du personnel. Et surtout, je voudrais, à ce titre, vous poser quelques questions, parce que comme j'ai vu l'évolution sociétale et les politiques publiques prendre des décisions, je me rappelle très très bien, quand j'étais maire adjointe, je me suis mobilisée contre la réforme du décret Morano, de Nadine Morano. Et à l'époque, notre consigne, c'était « pas de bébé à la consigne ». C'était le slogan des manifestations. J'y ai participé, mais tous les personnels de la petite enfance y ont participé. Et en fait, c'est le commencement de la déréglementation de la petite enfance. Et je voudrais, pour le coup, j'aimerais que, ouvertement et publiquement, on dise aujourd'hui s'il y a une responsabilité majeure sur les décisions qui ont été prises à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, on pouvait faire plus de 20% de suroccupation pour les enfants, déréglementer les professionnels avec des emplois, comme vous l'avez dit, qui étaient donc plus obligatoires sous la forme des mini-crèches. Et donc, je pense qu'il y a des responsabilités sur lesquelles nous devons revenir. Et sur les modifications des personnels, il y a beaucoup à faire, mais j'aimerais entendre votre réponse. Merci beaucoup. Madame Lebon, pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente, docteur, messieurs. Je veux saluer le travail important que vous avez effectué. Le drame survenu à Lyon en juin dernier a créé, c'est vrai, une véritable onde de choc. Et nos territoires ultramarins sont touchés par les mêmes problématiques. Difficulté à recruter des personnels formés et motivés, ce qui conduit à un manque d'effectifs et à des conditions de travail compliquées. Et ce sont nos enfants qui en pâtissent. Je regrette qu'aucun territoire d'outre-mer n'apparaisse dans ce rapport.
Aucun. Sauf sur les cartes montrant justement des problématiques importantes en Guyane ou en Martinique. Les questionnaires ont sans doute été transmis aux structures ultramarines, mais aucun déplacement n'a été fait sur le terrain. Vous avez pourtant visité certains départements qui subissent une forte pénurie de personnel, d'autres qui semblent moins inquiétés. Ce choix est varié, est intéressant, mais ne concerne que l'Hexagone. Et pourtant, tout ne va pas bien dans le secteur de la petite enfance dans les Outre-mer. Selon le rapport de mars dernier sur les violences faites aux mineurs en Outre-mer, dont je suis co-rapporteur, dans les Outre-mer, le taux de couverture du service public dans la petite enfance est inférieur à la moyenne nationale. Ainsi, en Guadeloupe, par exemple, ce taux de couverture est de 38% contre 58% en Hexagone. Selon le dernier rapport de l'Observatoire national de la petite enfance, en 2019 en Hexagone, 21 enfants de moins de 3 ans sur 100 peuvent bénéficier d'une place en accueil collectif contre 18,1 sur 100 dans les DROM. Toutes les structures doivent faire face à une pénurie de personnel et sont particulièrement confrontées à leur rotation. Fin de citation. À La Réunion, un seul établissement de formation propose 30 places d'auxiliaires puéricultrices chaque année. Trop peu pour absorber le turnover important dans un territoire de plus de 800 000 habitants. Dans les Outre-mer, le manque de places de formation est l'un des principaux problèmes. L'offre limitée implique alors de se rendre dans l'Hexagone, ce qui freine encore plus des jeunes déjà peu attirés par les professions de la petite enfance. Les spécificités des Outre-mer méritaient un focus, un déplacement sur le terrain pour mieux comprendre leurs enjeux, mais aussi pour inclure nos populations et nos professionnels de la petite enfance, leur montrer l'intérêt des autorités. Alors, pour quelles raisons aucun déplacement en Outre-mer n'a-t-il été prévu dans le cadre de ce rapport? Je vous remercie. Merci Madame Lebon, dont je salue avec ses deux co-rapporteurs le travail sur la protection des enfants en Outre-mer. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à le regarder. Je vais faire une petite entorse. Je vais donner la parole à Michel Perron, qui doit s'absenter, mais qui a été l'auteur d'un rapport sur les PMI. Et je pense que, avant qu'elle s'absente, c'est intéressant qu'on ait son éclairage. Bonjour docteur, messieurs, mes chers collègues. Justement, je rebondis sur ce qu'a dit un de vous sur l'importance du contrôle PMI, protection maternelle infantile, sur donc son renforcement autre que bâtimentaire et sanitaire. Je pense, oui, c'était une de mes préconisations. Vous avez parlé de la CAF. La CAF pourrait-elle, c'est une proposition que je vous fais, et je ne pourrai pas malheureusement entendre la réponse, mais Madame la Présidente me la rapportera. Pourrait-on demander à la CAF de contrôler le bâtimentaire et le sanitaire, ma foi, et laisser à la PMI donc l'entière responsabilité du contrôle et du suivi, ce qui n'est fait, comme vous l'avez dit, pas aujourd'hui de façon correcte, hein, et voilà, que la PMI vraiment s'occupe de l'enfant, de son environnement, des professionnels qui l'accueillent. Et je rajouterai que pour toute structure, de la micro-crèche à la crèche, qu'elle soit privée, associative ou publique, qu'il y ait au moins une infirmière puéricultrice, un personnel de santé, donc infirmière puéricultrice, ensuite les autres personnels évidemment formés. Et je suis entièrement d'accord pour qu'il y ait une formation renforcée pour les EJE, parce qu'ils sont capables de s'occuper des enfants, mais des petits-enfants, donc il leur faut une formation très particulière. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci de votre présence et merci surtout pour le travail effectué. Et je rejoindrai mes collègues d'Outre-mer, parce que, comme Madame la Présidente le sait, l'Outre-mer, en particulier certains de nos départements, posent vraiment une problématique importante. Merci. Je vous laisse répondre assez rapidement, puisque je pense, si d'autres collègues veulent intervenir, qui ne sont pas encore intervenir, vous me faites signe que je vous note. Oui, alors quelques
Quelques éléments rapides. La question nous a été posée de l'horizon temporel des évolutions. L'horizon temporel majeur, ça va être celui de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion avec la CNAF, avec la branche famille, qui est actuellement en cours de négociation, qui va donc entrer en vigueur pour les 5 prochaines années. Je pense que c'est sur cet horizon temporel de la COGE que les modifications les plus importantes peuvent être pensées pour que la branche famille accompagne les changements les plus importants. Et parmi eux, nous avons évoqué effectivement l'allocation pour les congés parentaux. Donc nous sommes alors dans la continuité du rapport des 1000 premiers jours, d'ailleurs, pour que ces allocations soient plus courtes et mieux rémunérées. Et nous nous sommes référés pour le chiffrage au rapport de la PLFSS, pour la PLFSS de la Cour des comptes en 2022, qui a proposé un chiffrage budgétaire de ces éléments et différents scénarios pour avoir précisément des congés parentaux qui soient donc mieux rémunérés pour les 2 parents. Sur le plan de la certification qui a été également évoquée, je serai ma collègue revenir sur les questions de la charte, mais ces certifications présentent des intérêts, mais nous avons des points de vigilance particuliers. Le premier, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une démarche qui soit aussi portée par le pilotage national, parce que nous avons des initiatives qui viennent un petit peu de diverses sources pour créer des types de certifications qui peuvent avoir leur intérêt, mais dont l'efficacité n'est pas absolument prouvée. Et surtout, il faut qu'on évite d'entrer dans des processus de certification qui, en réalité, certifient l'existence de protocoles. Parce que sur tous les domaines sociaux, médico-sociaux, et la petite enfance n'est pas préservée, on va en permanence certifier et vérifier l'existence de protocoles, de documentation. Et en fait, on est en train de certifier la qualité de l'appareil administratif de la structure. Alors, ça n'est pas évidemment sans importance ou sans effet, mais c'est la même chose que quand on dit qu'il faut passer à une culture du contrôle de la qualité de l'accueil pour la PMI, c'est-à-dire est-ce que, c'est un point de vigilance particulier qu'il faut avoir. Il faut qu'on regarde concrètement comment ça se passe pour l'accueil et pas uniquement au niveau de ces protocoles. Et puis vous nous avez posé des questions sur le taux d'encadrement. Donc là aussi, nous avons repris, nous n'avons pas fait de nouvelles propositions par rapport au rapport des 1000 premiers jours, puisqu'il y avait un consensus de l'ensemble de la communauté scientifique et professionnelle sur ce plan. Donc c'est 1 pour 5 pour l'ensemble des enfants, c'est-à-dire que nous ramenons le 1 pour 8 vers le 1 pour 5, et donc nous augmentons le nombre de personnels, ce qui permettra donc à l'ensemble des personnels d'avoir un petit peu de respiration. Et je dirais à ce propos, puisque les interventions ont commencé sur ce thème, que évidemment nous avons, et mon collègue a salué également tout à l'heure sur le plan des ressources humaines, l'engagement des professionnels. Nous pensons, mais évidemment nous sommes les auteurs de ce rapport, donc peut-être ne sommes-nous pas tout à fait objectifs, mais nous pensons que ce rapport n'a pas jeté l'opprobre sur la profession, et nous en voulons pour preuve le fait que vous avez parlé de libération de la parole. Tous les retours et toutes les expressions des professionnels dans l'espace public ou d'ailleurs vis-à-vis de nous ont été de dire que les constats qui avaient été faits rejoignaient leur réalité. Et nous pensons que c'est important d'avoir porté cette parole pour que cette réalité soit reconnue. Et donc cette libération, elle a en partie eu lieu. Et puis avant de laisser la parole, vous nous avez interrogé sur les territoires d'outre-mer. Effectivement, ce sont des territoires sur lesquels nous avons noté dans les chiffres des difficultés particulières sur les taux d'équipement. Nous n'avons pas tellement de réponses à vous apporter, si ce n'est que malheureusement, nous avons conduit ce travail entre le début du mois de septembre et la fin du mois de décembre, à savoir 4 mois, et que voilà, nous n'avons pas eu le temps de faire ces déplacements. Et effectivement, ça aurait été un travail
intéressant d'aller voir, et important d'aller voir ce qu'il en est dans la situation des Outre-mer. L'inspection générale publie par ailleurs de nombreux rapports sur ces situations, mais n'ont pas eu le temps de le faire dans le cadre de ce travail. Et peut-être, puisque vous interrogez sur la pouponnière, évidemment, ça n'était pas l'objet de notre rapport. Il est vrai que dans l'aide sociale à l'enfance, les taux d'encadrement ne sont pas définis. Ça doit faire l'objet d'un décret de la DGCS, mais pas de définition à ce jour. Oui, je voulais aussi peut-être répondre à la question donc, du qualitatif, quantitatif et la référence au référentiel bâtimentaire que vous avez cité et à la charte nationale d'accueil du jeune enfant. C'est vrai que, alors déjà peut-être pour commencer par rapport à la charte nationale d'accueil du jeune enfant, c'est un travail extrêmement intéressant. C'est vrai que la charte est dans la réglementation, que c'est aujourd'hui opposable. Et cette charte mérite d'être mieux connue. Elle est connue simplement à travers ces 10 principes, ces 10 grands principes, ce qui est déjà une chose. Mais il y a un arrêté qui détaille véritablement ce que l'on attend de la qualité dans un établissement. Donc on a une base qui est très intéressante pour construire un référentiel pour l'ensemble de la profession. Et je vous engage à regarder en particulier dans cet arrêté. Alors ça serait bien qu'il soit diffusé autrement qu'à travers un arrêté. Ce n'est pas trop engageant d'aller lire un arrêté, mais les principes 8 et 9, donc, qui touchent à la fois sur l'environnement beau, sain et propice à mon éveil. C'est la façon, dans les grands principes, de le présenter, mais vous verrez, c'est très détaillé. Et l'importance de travailler, de prendre du temps entre professionnels, et c'est le 9e principe, hein, travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour réfléchir, se documenter, échanger. On a vraiment insisté dans la prise en compte du temps passé au sein des établissements, du temps avec les enfants et du temps hors la présence des enfants pour vraiment travailler à la qualité et à l'échange de pratiques. Et c'est vraiment un point très important. Pour ce qui est de la... Donc vraiment, voilà, il y a des points très positifs sur lesquels s'appuyer et donc construire un référentiel. On a souhaité que peut-être donc au niveau national, il puisse y avoir un référentiel qualité qui puisse se bâtir à partir de cette base qui est très intéressante. Pour ce qui est du référentiel bâtimentaire, en effet, c'est une avancée. En même temps, on a bien remarqué la question de la problématique plutôt de la qualité de vie au travail des professionnels, à savoir que le référentiel bâtimentaire n'exige pas d'avoir une salle de repos, d'avoir un lieu pour manger, il doit avoir un minimum. On a eu à visiter des crèches où il n'y a pas du tout de mobilier pour adultes, où les gens sont assis par terre, mangent par terre, où ils n'ont pas de lieu pour se changer. Enfin, on a vraiment là un gros travail à faire. Et ce ne sont pas des vieilles structures obligatoirement. Voilà, c'est tout type de structure. C'est pas obligatoirement des choses des organisations anciennes. Hein, voilà. Donc c'était un point important, vous avez bien fait de nous le resignaler. Donc par rapport aux enfants handicapés, le référentiel bâtimentaire tel qu'il est, aujourd'hui on était dans un département très rural, la PMI nous disait qu'il y a presque les 2/3 des crèches qui ne passeront pas les 2026, dans le sens c'est pour jusqu'à 2026 la mise aux normes. Donc avec l'accessibilité en particulier de la crèche qui est demandée. Et il y a énormément de bâtiments qui ne sont pas aux normes aujourd'hui. Et donc 2026 va vite arriver et ça sera difficile. Et pour la question donc, des référents santé, c'est vrai qu'on a eu assez peu de remontées, mais c'est vrai que c'est un point très important. Je crois que c'est important de rappeler que le référent ne doit pas travailler en visio, à distance. C'est une vraie présence auprès des équipes et des enfants. Parce qu'on a entendu beaucoup de projets où, en effet, on nous a dit « oui, on va mettre en place le référent parce qu'il n'y a plus les médecins de crèche, comme vous le savez ou pas. » Mais voilà, donc ces référents santé et insertion.
Donc, les textes le disent, mais important de le rappeler, ça n'est pas un travail à faire à distance. Voilà. Peut-être un mot si nous avons encore un peu de temps pour répondre notamment à cette question en fait de qualité ou quantité. Où, monsieur le député, vous soulignez sur le fait de relever un certain nombre de niveaux de standards de qualité de la formation et de remettre finalement des établissements en difficulté qui ont déjà du mal à recruter. C'est tout le travail qui doit être fait je pense, dans le service public de la petite enfance, c'est d'avoir les deux volets, de répondre aux besoins des familles on estime à 160 000 le nombre de familles dont un des membres renonce à une formation ou un emploi en raison de défaut de mode de garde, et en même temps de faire ce travail d'attractivité. Si on ne renforce pas l'attractivité du métier, on aura de l'éviction, on aura des découragements, des gens qui quittent la profession, et on n'arrivera pas à faire à la fois à consolider l'existant, la qualité de l'existant, mais aussi à créer les places. Et donc il y a à la fois à mieux observer, je l'ai dit, il faut créer un observatoire des métiers et de la qualité de vie au travail pour avoir des données. Il y a un sujet aussi de reconnaissance, de regard y compris de la société sur ces professionnels. Pour vous donner une anecdote, souvent quand on rencontrait les professionnels, ils s'agaçaient du discours des parents, et moi-même ayant été père, et je pense que certains ici se reconnaîtront, en disant aux professionnels en quittant le matin votre enfant, on dit amusez-vous bien. C'est quelque chose qui les choque parce que ça les renvoie, ça nie un peu leurs compétences professionnelles, donc voilà, et les difficultés dans lesquelles ils sont. Donc c'est extrêmement, alors c'est encore une fois, je peux le dire de manière tout à fait décontractée puisque je l'ai dit un certain nombre de fois, mais en tout cas c'est un message qui aujourd'hui ne passe plus du tout compte tenu de l'état de la profession. Donc c'est le regard porter sur cette profession, c'est aussi le contrôle qu'on peut avoir sur les parcours professionnels, parce que comme on est dans un secteur en forte tension de recrutement, les recrutements se font vite et on peut avoir parfois tendance à galvauder un peu les process de recrutement. Donc c'est pour ça qu'on propose aussi la mise en place d'une carte professionnelle qui symboliquement reconnaît la profession, mais aussi permet de manière cyclique de vérifier les parcours et les formations. Ma collègue l'a dit, c'est les conditions de travail. Et là, les normes bâtimentaires doivent intégrer davantage les conditions de travail. Et d'ailleurs, dans les instances de contrôle, on parle aussi, de la CNAF, de la PMI, mais il y a aussi l'inspection du travail, il y a aussi la direction de la répression de la consommation, de la répression des fraudes, qu'il faut aussi davantage impliquer dans ces process de contrôle, parce qu'on a vu des situations effectivement de conditions de travail qui ne seraient pas tolérées dans d'autres lieux. Et ça dit aussi, mais les syndicats, vous allez peut-être sans doute auditionner, vous le diront, c'est extrêmement compliqué dans un secteur où ce sont des petites unités de travail, où le personnel est très volatile, de construire un dialogue social extrêmement riche et nourri. Ce qui explique aussi le défaut de données et d'observation très factuelle de la situation. Et puis enfin, je voudrais en terminer par là, il y a deux sujets. Il y a celui des conditions salariales, des conditions sociales de chacun de ces professionnels. Et là, il y a une mission qui est en cours auprès du comité de filière de la petite enfance pour justement faire un état des lieux, mettre les choses à plat entre ces régimes conventionnels, les classifications, les rémunérations, les conditions de travail. Donc c'est à l'œuvre et à la fois les employeurs et à la fois les syndicats salariés sont mobilisés sur ce sujet, et ça doit produire cette mission. D'ailleurs, je crois que l'intitulé est justement sur l'attractivité. Et puis enfin, sur la formation, monsieur le député, c'est vrai que relever le niveau de formation peut créer des difficultés, puisque déjà dans le recrutement c'est compliqué, mais encore une fois, si on ne muscle pas la formation, si on ne réingénierait pas les diplômes, nous n'arriverons pas à rendre ce métier plus attractif, et donc nous n'arriverons pas collectivement à mener ces deux sujets de front qui peuvent paraître d'ailleurs, ça a été souligné, difficilement compatibles. En tout cas, ça va demander beaucoup d'énergie, d'intelligence et sans doute de moyens pour mener à la fois le front qualitatif qui passe par l'attractivité des métiers et à la fois le front quantitatif qui est quand même un besoin des familles et notamment c'est un sujet d'égalité professionnelle femmes-hommes extrêmement important. Merci beaucoup. J'espère que vous avez encore un petit peu de temps à nous accorder. La salle est encore disponible, donc est-ce que j'ai encore 2 questions et demie? Donc je vais laisser la parole à Madame Lavalette pour 2 minutes.
Madame la Présidente, merci. Madame, Messieurs les membres de l'Inspection générale des affaires sociales, mes chers collègues, effectivement, un parent ne devrait jamais se demander si une crèche est un lieu sûr pour son enfant. Vous le disiez tout à l'heure, on dit amusez-vous bien, on ne peut pas imaginer tout ce qu'on a lu dans votre rapport. Une grande majorité des maltraitances que vous détaillez sont liées, je pense, un peu comme dans les EHPAD, à de la maltraitance institutionnelle et quand même à une logique assez malsaine de rentabilité. Et je pense que c'est aussi un peu le cœur quand même de ces dérives. Ces dérives, elles sont insoutenables et je pense qu'elles découlent directement de cette vision purement financière. Vous en parliez, les couches non changées pendant une journée, des commandes de repas volontairement réduites, des enfants privés d'eau. Cette logique comptable conduit aussi naturellement à un manque de recrutement et à du personnel malmené. Vous en parliez tout à l'heure, docteur, de ce bien-être au travail qui n'existe plus. Et donc évidemment par ricochet à des enfants malmenés. Moi j'ai été particulièrement choquée du bébé qui vomit à force de pleurer parce que personne ne s'en occupe, des enfants oubliés sur les toilettes, des enfants qu'on laisse pleurer pour qu'ils s'endorment de fatigue ou encore des enfants attachés au radiateur. Vous le rappelez, les crèches ne sont pas épargnées par la domination de ces grands groupes dont les intérêts diffèrent radicalement, sans doute, de ceux des enfants et de leurs familles. Encore une fois, un peu comme dans les EHPAD. Selon un rapport de Matignon de novembre 2021, les entreprises privées détiendraient 20% des places disponibles, soit à peu près 80 000 places en crèche, pour un chiffre d'affaires compris entre 1,1 et 1,4 milliard d'euros. Effectivement, ça n'est pas rien. On parle de gros sous. En 2017, dans votre rapport conjoint avec l'Inspection générale des finances, vous donniez l'exemple d'une micro-crèche Page dans laquelle 6 places seraient réservées pour des entreprises et 4 places tarifées directement aux familles au maximum de la tarification CMG. Et la marge dégagée par la structure serait au total de l'ordre de 74 832 euros, ce qui est quand même 32% de son chiffre d'affaires. Cette marge, qui intéresse évidemment les entreprises, serait notamment permise grâce à l'existence d'un modèle économique qui bénéficierait aux entreprises de crèche en leur offrant un haut niveau de rentabilité du fait d'une forte mobilisation des financements publics, notamment du crédit d'impôt. Donc ma question est la suivante. Depuis les recommandations de 2017 et depuis ces deux rapports, est-ce que vous avez eu le sentiment d'une volonté de la part des pouvoirs publics de mettre fin à la marchandisation du secteur de la petite enfance? Et simplement, j'ai une réflexion en vous écoutant parler à laquelle je n'avais pas pensé. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre fin à ce collège unique et à faire aussi des filières d'excellence pour s'occuper de nos enfants? Je pense qu'on sort de là inquiet de la façon dont les bébés qui sont à naître vont être pris en charge dans les crèches. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Monsieur Martinet, s'il vous plaît. C'est trop court. Ah bah non, je le garde d'ailleurs. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à remercier les rapporteurs pour la qualité de leur travail, important à plusieurs titres. D'abord parce que vous avez une parole officielle qui légitime les alertes qui ont été émises par des parents et des professionnels depuis de nombreuses années, et donc de voir dans un rapport de l'IGAS des mots qui sont mis sur des situations dramatiques. Je pense que c'est très important pour notre prise de conscience collective, et des travaux qui sont importants aussi parce que vous ne vous contentez pas de pointer les situations, mais vous mettez le doigt sur les causes structurelles qui provoquent cette maltraitance. Alors moi, dans le temps qui m'est imparti, je n'évoquerai qu'un seul sujet, une seule de ces causes structurelles, qui est, je crois, la question de la marchandisation du secteur de la petite enfance. J'ai, il y a quelques jours, déposé une demande de commission d'enquête parlementaire sur le modèle économique des entreprises de crèches et leurs dérives. Et d'ailleurs, je remercie les collègues présents ici qui soutiennent ma démarche. Eh bien, écoutez, je dois dire que votre rapport a apporté de l'eau au moulin de ma demande de commission d'enquête. Vous avez apporté des éléments très précis. Alors évidemment que je ne vais pas résumer ici, mais j'en prendrai un seul qui me paraît très significatif. Vous nous dites, entre 2012 et 2021, les dépenses en termes de masse salariale des entreprises de crèches ont été contractées de 2%. Sachant qu'on parle de professionnels dont beaucoup sont payés au SMIC, et sachant que sur la même période, le SMIC a augmenté de 13%. Juste pour qu'on prenne conscience de la compression salariale qui a eu lieu dans ces établissements privés lucratifs. Et dans le même temps, sur la même période, vous nous dites les dépenses pour frais de siège ont augmenté de 51,8%. Pour que là aussi tout le monde comprenne, c'est le siège qui paye les dividendes aux actionnaires. Voilà, on voit cette situation, et cette période de 2012 à 2021 que vous ciblez, elle est très intéressante parce qu'elle correspond à un moment où les entreprises de crèches ont vu leur actionnariat se modifier. On a eu à la fois un mouvement de forte concentration et on a des fonds d'investissement qui sont arrivés dans ce secteur. Je vais en citer qu'un seul, mais je le trouve très représentatif. L'entreprise de crèche Babylou a un fonds Antin Infrastructure Partners, 2,6 milliards de capitalisation boursière. Ils sont dans la fibre optique, ils sont dans les pipelines et ils sont aussi
dans les crèches en France. Donc je pense qu'on a cette dérive qui a lieu, et ce qui permet de faire le bilan quand même... conclure. Oui, je vais très vite, Madame la Présidente, je vais très vite. De conclure justement sur le bilan qu'on tire de l'ouverture au privé de ce secteur. Parce qu'on voit que ça coûte cher en argent public, on voit que la qualité d'accueil n'est pas au rendez-vous, et au moins le dernier argument qui est resté, c'était de nous dire que ça permet d'ouvrir des places. Donc déjà qu'il y a une vision quantitative qui se critique, mais ça permet d'ouvrir des places, alors qu'en réalité, on sait bien que le facteur limitant aujourd'hui, ce sont le nombre de professionnels, et pas le nombre de places qui sont ouvertes par les gestionnaires. Donc je pense que même de ce point de vue-là, ce n'est pas satisfaisant. Et je finis juste avec ma question qui est très précise. Vous dites à plusieurs moments dans votre rapport que l'opacité des montages financiers, SCI, holding, etc., empêche de voir ce qui est la réalité de l'utilisation de l'argent public. Donc de quels moyens d'investigation supplémentaires vous auriez besoin pour savoir quand la CAF, quand une collectivité met 1 euro, où va cet argent? Je vais couper, monsieur Martin. Merci beaucoup. Voilà, je m'arrête juste avant que vous coupiez, Madame la Présidente. Isabelle, juste précis le point. Oui. C'est bon. Oui. Sauf erreur de ma part, il me semble que vous n'avez pas pu répondre à ma question. Et comme nous sommes des parlementaires, il est important que vous puissiez nous éclairer sur les décisions de politique publique que nous pouvons prendre, peuvent être votées, qui peuvent être mises en place, de gouvernements qui peuvent être année après année différents, mais qui peuvent avoir une incidence majeure. Je pense que la déréglementation dans les années 2010, de l'encadrement, pose le souci que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas la seule réponse, mais ça en fait partie. Et comme nous avons souvent des propositions qui vont dans ce sens, il est important que vous puissiez nous éclairer, et je n'ai pas entendu la réponse. Merci. Merci beaucoup. Juste, tout à l'heure, vous avez demandé si on avait auditionné les syndicats. Nous avons déjà auditionné les syndicats. Et mes chers collègues, je vous rappelle qu'on auditionne la CNAF la semaine prochaine, puisque nous sommes dans un cycle, effectivement, petite enfance. Et juste, dernière question de ma part. Tout à l'heure, vous parliez des problèmes de financement, un peu d'opacité de financement, etc. Est-ce qu'il faut demander une mission à la Cour des comptes? Je vous laisse répondre pour le reste. Sur la dernière question que vous avez rappelée, notre rapport est tout à fait clair, c'est-à-dire qu'une trajectoire sur les normes, le niveau de qualification des professionnels depuis 10 ans a conduit à une diminution du nombre de professionnels diplômés de niveau 1, et donc à une baisse tendancielle de la qualification moyenne des professionnels. Et nous considérons que le niveau actuel de qualification des professionnels n'est pas suffisant dans les crèches, et qu'il faut viser un relèvement de cette trajectoire. Sur le plan des questions financières, donc pour rappeler malgré tout que on trouve des difficultés à la fois sur les questions de juste financement à juste niveau et d'investissement, de mise à niveau des établissements, etc., dans tous les domaines, enfin dans tous les types de crèches, que ce soit des publics, des associatifs, des privés lucratifs. Le désengagement financier vis-à-vis de certains établissements publics et associatifs est réel aussi. Il faut aussi le regarder. Mais s'agissant des établissements du secteur privé lucratif, vous avez rappelé un certain nombre d'éléments que nous indiquons en analyse. Cette analyse est une analyse des risques, puisque nous n'avons pas les données pour faire à ce stade, et puis ce n'était pas notre mission, de l'analyse financière précise, y compris sur tel groupe. Donc effectivement, nous avons dessiné des zones de risque, notamment sur l'évolution de la masse salariale, sur l'évolution des frais de siège, sur l'évolution des dotations aux amortissements, etc. Et donc, ce que nous avons préconisé, c'est notamment qu'il y ait des compétences de contrôle, d'une part, qui soient données à l'Inspection générale des affaires sociales et à l'Inspection générale des finances, comme ça a été fait pour le secteur des EHPAD, enfin, de façon générale des établissements médico-sociaux, et qu'il y ait, nous parlions de transparence financière, que le financeur, c'est-à-dire la CNAF, la branche famille, ait une capacité de discussion et de négociation
précisément sur les frais de siège avec la liste des prestations afférentes. C'est pour ça qu'on parlait, quand on a évoqué la question des CPOM, de sièges qui soient séparés des CPOM d'établissement. C'est-à-dire il faut à un moment que la branche famille puisse négocier avec les sièges sociaux des groupes sur ce que sont effectivement les frais de siège, à quel niveau, pourquoi ils sont imputés à tel ou tel établissement selon telle clé de répartition et quelles prestations ils sont en train de financer avec ces frais de siège. Et qu'on ait ensuite de la transmission de comptes de façon claire. Donc, mais de façon générale, hein, les évolutions que nous préconisons, ce sont à peu près celles qui ont été décidées dans le secteur EHPAD, hein, médico-social, après les événements que nous avons connus l'année dernière. Donc, les éléments de risque que vous évoquez l'un et l'autre sur des recherches excessives de rentabilité dans certains établissements privés lucratifs, ce n'est pas tous, hein, mais dans certains établissements, on peut y avoir des risques de dérive de ce type. La transformation des modalités de financement que nous préconisons, c'est en partie pour répondre à ces risques-là, puisque actuellement nous avons des instruments de financement, notamment la PAJE, la prestation d'accueil du jeune enfant, qui ne permet aucun regard sur la façon dont l'argent est employé. Et par ailleurs, nous avons une grande partie du financement qui vient de dépenses fiscales, qui par définition ne sont pas pilotables, et où on a beaucoup de difficultés à voir le niveau d'argent public qui bien arrive dans une structure donnée. Donc nous avons des recommandations de façon générale. Je ne suis pas convaincu qu'un rapport de la Cour des comptes puisse aller beaucoup plus loin que nous à ce stade, puisque précisément les compétences n'existent pas. Enfin, nous ne pouvons pas aller contrôler, ni la Cour des comptes ni nous, les sièges sociaux de groupes privés, de crèches. Enfin, s'agissant, vous avez posé une question sur le fait ou une remarque sur le fait de savoir si la crèche était un lieu sûr. Évidemment, il ne s'agit pas de susciter un vent de panique où chacun se dirait qu'il met son enfant dans un environnement absolument chaotique. C'est pas, oui, mais il ne faut pas le comprendre en ce terme, que je crois comme dans tout le... Non, mais comme dans tout parce que ma collègue disait, dans tous les établissements sociaux, médico-sociaux, il faut dire, bon, on est dans des établissements où il y a de la dépendance et de la vulnérabilité. Donc, il y a des risques, mais s'il y a des risques, il y a des faits, parce que c'est le cœur de l'accueil de personnes vulnérables et dépendantes. Et en fait, il faut savoir comment maintenant, on avance, effectivement, pour mieux les maîtriser. Mais il faut regarder aussi en face les risques qui sont au cœur de la relation d'accueil qui existe par définition. Ensuite, comment on les maîtrise. Pour les parents, ce dont il s'agit, donc mon collègue évoquait la reconnaissance des professionnels par les parents. Voilà, il faut parler avec les professionnels, il faut prendre le temps de s'intéresser à leur travail, à leur métier, voir comment ça se passe dans l'établissement. C'est bien sûr que l'essentiel des établissements et des professionnels travaillent avec la volonté de bien accompagner les enfants. Mais là, le constat, c'est les conditions ne sont pas suffisamment garanties pour que quand ça devient compliqué, on soit sûr qu'on arrive à faire retomber les choses. Merci beaucoup. Effectivement, grand nombre de professionnels font leur travail avec extrêmement de bonne volonté et avec toute la bientraitance qui va bien, mais on est effectivement dans toutes les difficultés de ces établissements médico-sociaux, que ce soit petite enfance ou EHPAD. Quand on commence à avoir un dysfonctionnement, c'est compliqué de l'arrêter. C'est là-dessus qu'il faut qu'on agisse. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter votre rapport. Merci pour votre travail. Parce qu'il nous donne des pistes d'amélioration, ça c'est sûr. Je vous ai donc rappelé la commission, l'audition de délégation de la CNAF la semaine prochaine, juste avant de nous séparer, sur la future, la mission d'information
sur l'instruction des enfants en situation de handicap, compte tenu des tournes de groupe. C'est Monsieur Portier et Madame Hugues qui auront donc cette mission à nous rendre dans les prochaines mois, on va dire. On va vous laisser un peu de temps parce que c'est un gros sujet. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée et merci encore de votre venue.